vision et quels facteurs de succès pour la transition énergétique en Algérie? C'est le thème du 4e colloque organisé le 13 mai 2017 à l'École supérieure de commerce de Koléra par le Club Énergie de l'Association des ingénieurs d'État diplômés de l'Institut algérien du pétrole. Toutes générations confondues, ce colloque a réuni des professionnels des hydrocarbures ainsi que des spécialistes d'autres secteurs économiques. Les organisateurs ont tenu à convier des étudiants des différentes universités du pays. Loin d'une unanimité acquise, ce colloque permet une confrontation des différents points de vue sur la question ainsi que sur la hiérarchie des moyens pour y parvenir. La question essentielle étant: comment perpétuer une croissance sachant que l'ère des énergies fossiles voit pointer l'épuisement de ses réserves et qu'il devient évident d'envisager un nouveau système énergétique à l'instar des autres nations? Or, Pierre Guillaumat, qui était l'adversaire de l'Algérie, a tenu des propos très élogieux sur Nourdine Aït-Daoussi. Il a reconnu, c'est ce que j'appelle la reconnaissance par les pairs. J'espère que notre débat sera riche en enseignements et qu'il contribuera à aider la réflexion en cours sur les nécessités d'une véritable refondation de la politique énergétique nationale. Il faut sécuriser et accompagner les parcours pour reconnaître et valoriser les compétences, inscrire ces compétences dans les nomenclatures nationales, les classements de métiers et les accompagner. Les hydrocarbures de schiste, on peut produire en une année avec quelques investissements de quelques millions de dollars. Mais il faut, à la suite, avoir plus de puits en forage que de puits en production. Merci, Sidi Mohamed, pour cet exposé par des figures particulières. Le premier défi est de faire face à la demande intérieure en croissance continue. La croissance de la population et l'augmentation appréciable du niveau de vie du citoyen, une très bonne chose par ailleurs, renforce l'idée de priorité du marché national de l'énergie qui est d'ailleurs clairement exprimée par la loi 2005, modifiée et complétée en 2013. Puis directeur de la division forage à Sonatrach. Donc il va nous présenter ses idées ou quelques pistes, comme il l'a dit lui-même, pour renforcer et pour redynamiser l'activité exploration. Je lui passe la parole. Les énergies renouvelables nous assurent une sécurité énergétique à long terme. Leur coût baisse effectivement constamment, même si l'énergie carbonée reste encore moins chère, surtout si l'on ne tient pas compte de son impact sur l'environnement. Rapidement, donc sur les questions de défi de la transition énergétique, voir un peu quelles sont un peu les problématiques qui naissent à la fois de la mise en œuvre de ce modèle. Aussi, je pense qu'il est nécessaire, il est absolument nécessaire qu'on repose aujourd'hui la question de notre spécialisation internationale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a crise, et on les règle toujours de la même manière. Reprenez la presse de 1986 lors de la crise de pétrole. Et bien vous retrouvez dans la problématique d'aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui. L'après-pétrole, les énergies renouvelables, et une fois qu'il est pris au compte un peu, le pétrole, hop, tout disparaît, tout se met à l'ordre, l'harmonie du ciel et de la terre. La rationalisation de la consommation d'énergie implique des démarches volontaristes de tous et à tous les niveaux. Et puisqu'on est ici invité par l'association des ingénieurs, les ingénieurs ont une responsabilité importante dans la conception de des projets, la conception de leurs décisions en matière de choix d'équipement. Parce que le terme qu'il faut retenir
dans la transition énergétique, c'est le terme rupture. La quatrième révolution industrielle qui s'annonce est une rupture. Et il faut que nous puissions, nous, dans le cadre de cette vision qu'on a de développement énergétique, se dire que tracer des lignes, comme nous avons l'habitude de le faire, à partir d'une vision du passé, c'est fini. Moi, je suis quelqu'un de résolument optimiste. Donc, tout ce que je dis va dans le sens d'un renouveau et une volonté forte de pouvoir développer toutes les ressources disponibles par la géo. Toutes. Sans aucune exclusion. L'évolution des modes de production d'énergie peut offrir des possibilités de liaison industrielle entre l'énergie solaire et l'industrie pétrochimique, un autre atout de l'Algérie. Donc des chercheurs en énergie solaire recherchent encore au stade expérimental, mais ils ont identifié un gros potentiel dans le développement de cellules photovoltaïques polymères à base de plastique. Le premier constat qu'on peut faire sur la décennie 2006-2016, c'est que malgré l'augmentation de l'investissement en exploration jusqu'en 2014, le volume global de pétrole et de gaz naturel découvert a baissé pratiquement de moitié, le volume global. Et le volume de gaz naturel est 2 fois plus important que celui du pétrole. Ça, c'est un indice quand même très révélateur. Le collègue ce matin avait parlé de l'Inde qui, au mois de février, avait réalisé l'une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques de plus de 600 MW. Elle l'a réalisé en moins de 6 mois. Mais il lui a fallu des années pour arriver à la réalisation d'un tel objectif. Bien d'abord, pour ce que nous avons aujourd'hui dans nos hydrocarbures, il faut augmenter les réserves. Alors on augmente en intensifiant les exploration. Ça se fait en moyens propres et en association. Du reste, toutes les formes possibles. Augmenter le taux de récupération des gisements en production. Ce que M. Khmeli, je m'exprime un peu à sa place, est très sceptique aussi sur la viabilité d'un système d'énergie renouvelable. Si on ajoute à cela, si on suppose que les installations ne fonctionneront elles-mêmes qu'à 50%, il faudra encore diviser ces deux chiffres et on arrivera par exemple à 1% ou à 1,8%. Donc je conclue maintenant. Après les successives interventions des experts, place à un riche débat où les différentes tendances s'expriment. Le mouvement anti-gaz de schiste, dont je suis fière d'avoir appartenu, auquel je suis fière d'avoir appartenu, n'a pas seulement été contre les gaz de schiste. Nous avons appelé dans le moratoire pour donc les gaz de schiste, nous avons fait un appel à la création d'une commission indépendante pour parler de la transition économique en Algérie et forcément énergétique. Les États-Unis produisent la moitié de leur production de gaz, c'est du gaz de schiste. Ok? Ils ont commencé les exportations. Je vous donne un deuxième exemple. L'Argentine aujourd'hui, qui a à peu près les mêmes réserves que nous, a déjà foré plusieurs centaines de puits pour évaluer ses réserves, parce qu'elles sont énormes. Il faut d'abord continuer à informer l'opinion publique. L'opinion publique est privée des informations. Il n'est pas normal que dans ce pays-là, le débat sur le gaz de schiste, le pays est divisé en deux clans. Il y a tant de millions qui sont pour le gaz de schiste et tant de millions qui sont contre le gaz de schiste. Le gaz de schiste, il ne va pas venir aujourd'hui, il ne va pas venir dans 5 ans. Même si on démarre maintenant l'appréciation, il faut faire de l'ingénierie, il faut faire du schéma de développement, etc. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour plus tard. C'est pour ça que j'avais dit que le gaz de schiste peut venir. D'abord, c'est le complément numéro 1 pour les énergies renouvelables. Deuxièmement, il peut venir à un moment où nos réserves vont baisser. Le pire de tous les scénarios, c'est qu'il n'y aurait ni diversification économique, ni transition énergétique. Donc,
Moi, j'essaie de comprendre comment ces deux aspects qui sont inséparables, parce que c'est l'aspect financier et l'aspect énergétique, comment ces deux aspects pourraient se combiner et quel est celui qui détermine l'autre. À diversifier notre économie, on n'aurait pas besoin de parler de la diversification énergétique. Ça fait partie, justement. Le niveau élevé qu'il faut rechercher, c'est une diversification de notre économie afin que nous puissions ne plus dépendre constamment des revenus pétroliers. Aujourd'hui, l'électricité photovoltaïque coûte 3 fois moins cher le kilowattheure que l'énergie produite avec le meilleur carburant, c'est-à-dire le gaz naturel. Donc, nous sommes réellement un virage technologique et civilisationnel. Deuxièmement, il y a une nécessité aussi pour notre avenir énergétique de continuer sur le gaz, puisque le gaz va compléter la production électrique par le photovoltaïque. Si le photovoltaïque est beaucoup plus cher que les conventionnels, comme c'est le cas actuellement, est-ce que le fait de développer les énergies renouvelables et d'exporter du gaz naturel, qui est une énergie bon marché, ne revient pas un peu à une sorte de transfert de la rente, c'est-à-dire on consomme une énergie qui est plus chère et on exporte une énergie qui est bon marché? Je déplore une chose, c'est quand on parle de consommation domestique, donc interne en Algérie, on oublie souvent un facteur très important qui est le taux de natalité en Algérie. Tout le monde le sait. Je prends l'année dernière, en une année, on a eu, écoutez bien, vous le savez certainement, 1 million de naissances. Quid de la mondialisation? Quid de la chaîne mondiale de production des valeurs qui nous est imposée? Et il faut éventuellement revoir cette histoire de contribution des secteurs dans le cadre de la diversification. Et comme l'a dit Rzeli, je crois qu'il faut hiérarchiser. Il avait dit qu'on ne peut pas donc aller sur un modèle de transition énergétique avant préalablement d'avoir décidé de priorité dans la diversification économique. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre rencontre qui a permis un échange d'idées sur les facteurs de succès de la transition énergétique en Algérie. S'il y a une chose à retenir, le solaire aujourd'hui, il peut être 3 fois moins cher que le gaz aujourd'hui. Mais il faut décider de le faire. Si on continue tout le temps à tourner en rond, on continue finalement à payer l'électricité cher. Parce que même si on le produit pratiquement à 13 dinars le kilowattheure, on le vend à 4 ou 5 dinars aux consommateurs. Donc l'Algérie, l'État subventionne jusqu'à 8 centimes de dollars le kilowattheure, ou 8 dinars si vous voulez le kilowattheure. Le plus grand gisement d'énergie nouvelle, c'est d'abord la fin des gaspillages. Quand on consomme, nous sommes en train de perdre l'équivalent de Hassim Saoud par an, uniquement à travers le gaz. Donc il y a une politique pour éliminer les gaspillages, augmenter l'efficacité énergétique. Et ça se traduit dans la politique de l'urbanisme. Là aussi, il y a beaucoup de gaspillage, la conception de nos maisons. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se braquer les yeux sur les appels d'offres. D'abord, sur la politique globale. Elle n'existe pas. Nous avons été élevés dans un environnement où nous étions défenseurs, non seulement du pays, mais défenseurs de tel et tel pays, défenseurs du prix du pétrole, défenseurs du gaz, etc. Nous étions des moudjahidines. Je dis, c'est terminé maintenant, il faut s'occuper du pays. Vous allez devenir pragmatique. Il faut devenir pragmatique. Il ne faut pas continuer à appliquer les tabous. Ce que je veux dire, c'est que nos potentialités sont énormes. Que, aussi bien en matière gazière qu'en matière d'énergie renouvelable, on a devant nous un avenir tout à fait prometteur. Vous êtes dans les énergies renouvelables, l'ADN n'est pas la même que les gens du oil and gas. C'est une autre type de réflexion. Et vous êtes challengé par vous réfléchissez financement, vous réfléchissez carbon emission, vous réfléchissez footprint. Donc c'est toute une autre ADN. Et il ne faut pas que ce soit la personne qui fait du oil and gas fasse du renouvelable. Ça, c'est l'expérience mondiale qui a montré qu'il faut vraiment une nouvelle casquette, il faut changer de veste, de casquette, changer de peau, être dans un pot énergie renouvelable. Le pétrole, c'est pas la fin maintenant. Il faut continuer à rechercher
les potentialités en matière d'énergie fossile. Également. Ne serait-ce que pour faire la jointure, parce que nous sommes vraiment au ras de... Est-ce que vous connaissez, vous, l'état de nos réserves actuellement? On ne le connaît pas. Et les statistiques qui sont publiées sont fausses. Pas que l'Algérie s'occupe des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, c'est une donnée externe. Et alors, si vous voulez avoir une phrase, le dernier plan de l'Algérie, le plan quinquennal 85-89, à la page 60, c'est un document officiel, il est écrit « L'absence de diversification de l'économie, entraîne une crise grave en cas de baisse des prix, mais une illusion de la richesse en cas de hausse des prix. » C'est-à-dire même lorsqu'il y a une hausse des prix, ça donne une illusion de la richesse. Et c'était écrit, je pense, par des gens comme Belkahla, par des gens de haut niveau, comme Mouloud Mokram, Belkahla, Ali Hamdi, Allah yarhamou, etc. C'est-à-dire, il ne faut pas s'occuper des prix, il faut arrêter de s'occuper. Ça a été dit indirectement, les prix, ça relève un peu, il n'y a plus de fondamentaux. Alors, ajoutons à cela, comme ça je vous donne un petit scoop, c'est à l'ordre du jour. Vous savez, actuellement, toujours, le prix de l'énergie était fonction de la croissance économique mondiale. Mais on s'est aperçu qu'il y a une reprise de la croissance les 5 derniers mois en Europe, mais les prix du pétrole, ça baisse. Alors la question, je l'ai posée, mais je ne voulais pas encombrer les gens quand j'ai modéré le premier. Évidemment, c'est une question essentielle, substantielle. Est-ce qu'il y a une déconnexion entre la croissance économique et le prix du pétrole? S'il y a une déconnexion, ça c'est une nouvelle donnée, il faut en tenir compte. En tout cas, le prix du pétrole échappe totalement aux fondamentaux. Voilà. Il n'y a pas que le problème de la bureaucratie de chez nous. Enfin, non, il y a autre chose également. Mais quand tu prends l'ensemble, les sociétés, parce qu'il y a ça aussi, cette mentalité. Les gens croient que les sociétés étrangères sont là, ils jouent pour nous les exploiter. Mais non, ils ont d'autres choses à faire dans le monde entier. Il faut qu'ils trouvent les conditions. Alors les conditions, c'est pas tellement ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils perdent, ça aussi, mais c'est les conditions, le temps qu'il faut pour avoir cette autorisation, le temps qu'il faut pour avoir ceci, cela. Quand ils ont un problème, très souvent ils viennent me voir. Je leur dis, mais allez voir le ministre. Mais alors il refuse de nous voir. Alors je fous le patron dans son attraque. On n'arrive pas à le voir. Eh bien, écoutez, nous avons un problème, on n'arrive pas à le régler. Alors on n'arrive même pas à les avoir. Et bien, je fais téléphone, ils ne répondent même pas. Alors, bon, je dis, bon, dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez? Bon, appelez votre ambassadeur, peut-être que lui, il peut vous aider. Puisqu'il est ambassadeur de votre pays ici, il téléphone le loisir, il téléphone son attraque. Mais on n'arrive pas, l'ambassadeur, on ne le reçoit pas. Alors, globalement, dans ces conditions, on va l'arbitrage. Parce que c'est la seule voie qui leur reste. Et l'arbitrage, mais bouge l'arbitrage. C'est bien, mais l'arbitrage. Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et ça retarde absolument tout.